Chaque être humain est une bibliothèque ambulante, génétique et culturelle de l'humanité. 60 000 milliards. Alors non, ce n'est pas le nombre de sabords d'une insulte du capitaine Haddock, c'est plutôt le nombre de cellules qui sont de l'autre côté de cet écran en ce moment même. Enfin, si vous êtes seul et adulte, si vous êtes plusieurs, vous ferez vos propres calculs, je vais pas non plus mâcher tout le travail à votre place, hein. Ça commence mal cet épisode. En 3 phrases, on se prend déjà la tête. Non, n'en rajoutez pas, Eudes, s'il vous plaît. Donc, je reprends. 60 000 milliards. C'est le nombre de cellules qui sont de l'autre côté de cet écran. Et à l'intérieur de chacune d'entre elles se trouve l'intégralité de votre code génétique. 46 chromosomes hérités de vos parents, portant près de 25 000 gènes. Pourtant, bien que toutes ces cellules possèdent la même bibliothèque d'instructions, la même notice Ikea, si vous voulez, elles ne lisent pas toutes les mêmes chapitres. Une cellule de peau et un neurone ont des structures et des fonctions radicalement différentes, bien entendu. De même, des jumeaux monozygotes, qui partagent pourtant le même ADN, ne sont jamais parfaitement identiques. Ce phénomène fascinant repose sur une mécanique subtile, l'épigénétique. Si la génétique se concentre sur l'ADN et la séquence des gènes, l'épigénétique, elle, s'intéresse plutôt aux annotations qui modulent leur expression. De la même façon, 2 armoires Ikea Kleppstad, par exemple, montées à des centaines de kilomètres de distance, disons l'une chez AstronoGeek et l'autre chez Vous avez le droit, pourront tout à fait n'avoir que peu de choses en commun à l'issue de leur montage. On peut tout à fait imaginer que l'un aura supprimé une étagère parce que bon, les guns passaient pas en hauteur, alors que chez l'autre, une bonne collection de pipes, bon bah, l'étagère est restée sans souci. Alors qu'ils avaient tous deux la même notice de montage au départ, et le même matériel. Et en bref, ça se passe de manière similaire pour vos cellules. Non, Dodongo, il n'y a pas d'étagère dans le corps humain. C'est une métaphore, si tu veux. Est-ce que ça se mange ? Bon, ces ajustements influencent l'activation ou l'inhibition des gènes sans altérer la séquence même de l'ADN. Contrairement aux mutations qui, elles, sont définitives. Les modifications épigénétiques sont dynamiques et réversibles. Mais elles peuvent pour autant tout à fait se transmettre lors des divisions cellulaires. On parle souvent d'un gène actif ou éteint, exprimé ou réprimé. Autant de termes pour illustrer un même principe. Un gène est un segment d'ADN qui contient donc les instructions nécessaires à la fabrication de molécules essentielles à la vie. Et bien lorsqu'un gène est activé, ces molécules sont produites. Lorsqu'il est désactivé, cette synthèse est mise en pause. Mais ce n'est pas un simple interrupteur si binaire que ça. Il existe toute une gamme d'intensités, certains gènes étant fortement exprimés, d'autres faiblement, modulant ainsi l'activité cellulaire avec une grande finesse. Et bien entendu, il y a un sacré paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte pour savoir si tel ou tel gène sera plus ou moins exprimé. Vos cellules ne vivent pas en autarcie. Elles sont constamment bombardées de signaux et de stimuli en provenance de leur environnement déjà. Ces informations guident leur développement, influencent leur spécialisation et ajustent leur activité en fonction des circonstances. Mais cet environnement ne se limite pas au corps lui-même. Des éléments extérieurs comme votre alimentation, votre niveau de stress ou encore votre consommation de divers produits plus ou moins licites, plus ou moins bons pour vous, hein, je vous vois, peuvent laisser une empreinte durable sur l'expression de vos gènes. Non, Dodongo, je les vois pas vraiment. C'est plutôt eux qui nous voient. Oui, Lucien t'a dépoussiéré juste avant d'allumer la caméra, ne t'inquiète pas, t'es très beau comme ça. Ça a pris suffisamment de temps d'ailleurs. Je te savais pas si coquet, dis donc. Donc, tout ça altère l'expression de votre génome, mais pas votre ADN. Certaines de ces modifications sont temporaires, tandis que d'autres persistent même après la disparition du signal qui les avait déclenchées. D'un point de vue biologique, ces ajustements sont rendus possibles par des marquages biochimiques apposés sur l'ADN ou sur les protéines qui lui servent de support, les fameux histones. Ces marques déposées par des enzymes spécialisées agissent comme des étiquettes régulant l'accessibilité des gènes. Oui, voilà, c'est des post-it cellulaires si tu veux. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous embarquer dans les méandres de la biochimie moléculaire. Pas question ici de vous assommer avec des notions comme la méthylation ou l'acétylation de l'ADN. D'autres le font bien mieux que moi. D'ailleurs,
Si le sujet vous intrigue, je vous recommande vivement la vidéo de David Loapre qui l'explique avec brio, comme à son habitude. Pour qu'un gène puisse être exploité par la cellule et mener à la production de molécules essentielles, il doit être accessible aux protéines impliquées dans ce processus. Or, il arrive que certaines séquences d'ADN deviennent inaccessibles précisément, empêchant ainsi la lecture des gènes qu'elles contiennent. Parfois, l'ADN lui-même reste intact, mais il est si étroitement enroulé autour des histones qu'il devient illisible comme un livre dont les pages seraient collées les unes aux autres. Ah bah je connais bien ça, attends. Non, Yann, il y a d'autres manières de coller des pages ensemble. Ah bon? Comment ça, ils ont rien pigé? Alors déjà, qu'est-ce que t'en sais? Et deuxièmement, un peu de bienveillance avec les abonnés. Oui, je sais bien qu'il y en a un ou deux qui sont pas hyper bienveillants, enfin, on ignore, voilà. Bon, t'as peut-être raison, je vais peut-être clarifier un peu tout ça. Si l'on dépliait l'ADN contenu dans une de nos 60 000 milliards de cellules, on obtiendrait un fil d'environ 2 mètres de long. Une longueur impressionnante, surtout quand on sait que le tout doit tenir dans un noyau cellulaire dont le diamètre ne dépasse pas une centaine de micromètres pour les plus gros. La solution? Un rangement méticuleux. L'ADN s'enroule autour de petits complexes protéiques, les fameux histones, un peu comme un fil autour d'une bobine, si vous voulez. Ces structures elles-mêmes s'empilent et se replient, créant des fibres plus ou moins denses, et lorsque ce compactage devient extrême, l'ADN devient inaccessible, et les gènes qui le renferment sont mis sous silence. A l'inverse, les zones plus lâches restent ouvertes à l'action des enzymes responsables de l'expression des fameux gènes. L'épigénétique s'intéresse donc aussi à ces marques apposées sur les histones qui modifient la manière dont l'ADN s'est empaqueté et par conséquent sa capacité à être lu. Pour l'imaginer autrement, prenons une cassette audio. Oui, je sais, mais vu la moyenne d'âge des abonnés qui se rapproche curieusement du mien, je suppose que vous voyez toutes et tous de quoi je parle. Eh oui, que voulez-vous, on a le public qu'on mérite, c'est comme ça. Bon, donc une cassette audio. Le chromosome serait donc la bande magnétique et chaque gène une piste enregistrée. Les modifications épigénétiques, elles, joueraient le rôle de morceaux de ruban adhésif repositionnables à l'envi et capables de masquer ou de révéler certaines pistes, influençant ainsi leur lecture. Bien que réversibles, ces marques épigénétiques sont transmises lors d'une division cellulaire. Ce phénomène est particulièrement crucial durant le développement embryonnaire d'ailleurs. Au départ, toutes les cellules d'un embryon se ressemblent, et puis, sous l'effet de signaux soigneusement orchestrés, elles activent ou désactivent certains gènes pour se spécialiser. Ce processus garantit qu'une cellule destinée à devenir un neurone ne se transforme pas en cellule musculaire, et qu'une cellule du foie conserve son identité à chaque nouvelle division. Certaines marques épigénétiques pourraient même traverser des générations. Ce phénomène, bien documenté chez les plantes, reste plus complexe à étudier chez les mammifères et suscite encore des débats scientifiques. En effet, lors de la formation des gamètes, les ovules et les spermatozoïdes, et puis du développement embryonnaire, un grand nettoyage efface la plupart des marques épigénétiques, comme si l'ardoise était remise à zéro, si vous voulez. Et pourtant, certains gènes semblent bien y échapper. Un exemple fascinant est celui du gène agouti, impliqué dans la couleur du pelage chez la souris. À la fin du XXe siècle, des chercheurs ont découvert une lignée de souris qui illustre à merveille l'impact de l'épigénétique sur la santé et l'alimentation. Le gène Agouti Viable Yellow, ou AVY, AVI, lorsqu'il est pleinement actif, donne naissance à des souris jaunes, prédisposées à l'obésité, au diabète et à certaines formes de cancer. Mais lorsque des marqueurs épigénétiques viennent inhiber ce gène, son expression s'éteint, et la souris arbore alors un pelage plutôt brun, sans problème de santé notoire. Entre ces deux extrêmes, on trouve évidemment toute une gamme de souris tachetées, où l'activité du gène AVI varie d'une cellule à l'autre. L'expérience la plus frappante autour de ce gène est celle menée par un certain chercheur américain, en nourrissant des souris jaunes porteuses du gène AVI avec des vitamines B. Il n'a pas directement modifié leur ADN, mais leur descendance, elle, a bénéficié de cet apport. Les petits n'étaient plus jaunes, ni prédisposés aux maladies de leurs parents, bien que le gène soit toujours présent. Il avait simplement été mis en veille par des modifications épigénétiques transmises aux générations suivantes. En revanche, chez les souris privées de vitamine B, la tendance à la maladie persistait de génération en génération. Les drosophiles, ces petites mouches souvent utilisées en laboratoire, offrent un autre exemple fascinant. En avril 2009, le docteur Renato Parro
de l'université de Bâle a démontré que la température pouvait influer l'épigénétique de manière durable. Si un œuf de drosophile était brièvement exposé à 37 degrés Celsius avant son éclosion, la mouche développait des yeux rouges au lieu des yeux blancs habituels. Plus étonnant encore, cette caractéristique acquise sous l'effet de la chaleur était ensuite transmise à la descendance, prouvant que des facteurs environnementaux peuvent laisser une empreinte héréditaire sur l'expression des gènes. Et alors, chez certaines espèces de tortues et d'autres reptiles, l'exposition à telle ou telle température pendant le développement de l'embryon dans l'œuf ne détermine non plus la couleur des yeux, mais carrément le sexe des futures petites tortues. Oh Lucien... Écoutez, déjà que c'est un sujet un peu complexe aujourd'hui, allez pas me casser mon rythme, mon vieux, hein. Mais qu'est-ce que vous gesticulez là-bas dans le fond, là? Je vois rien avec vos lumières, là. N... R... Ouais. C... 3... 1... Ah, NRC 31. Oui, NRC 31, bien sûr. Non oui, vous avez raison, je suis juste pas sûr que ce mode de communication est plus vite que l'ancien finalement. Va falloir qu'on trouve autre chose. Allez, on va un peu plus loin. Les caresses peuvent-elles influencer nos gènes? Yann, arrêtez de penser des trucs chelous. Chez les rats, bah oui, le léchage maternel joue un rôle similaire à celui des caresses chez l'être humain. Des études ont montré que les bébés ratons abondamment léchés par leur maman grandissent en étant plus calmes et plus résilients. Mais des chercheurs de l'université McGill à Montréal ont poussé cette observation un peu plus loin. Ils ont découvert que ces marques d'affection laissent une véritable empreinte biologique dans le cerveau des jeunes rats, et plus précisément dans leur hippocampe, une région clé de la gestion du stress. C'est en effet le léchage maternel qui active un gène protecteur contre le stress, NRC31. Ce gène code une protéine chargée de réguler le taux de cortisol, l'hormone du stress. Pour fonctionner correctement, il doit être activé par un interrupteur épigénétique bien précis. Or, chez les rats ayant reçu peu d'affection, l'analyse de leur cerveau a révélé un interrupteur défaillant au niveau du gène NRC31. Résultat, leur taux de cortisol reste anormalement élevé, les plaçant en état de stress chronique, même en l'absence de menaces réelles. Un autre phénomène épigénétique fascinant concerne l'inactivation du chromosome X chez les mammifères femelles. Contrairement aux mâles qui possèdent un seul chromosome X, associé à un Y, les femelles en ont donc deux. Or, si les gènes des deux chromosomes X s'exprimaient simultanément dès le développement embryonnaire, l'organisme serait rapidement submergé par une surdose de protéines entraînant la mort de l'embryon. Pour éviter cela, un mécanisme épigénétique éteint l'un des deux chromosomes X dans chaque cellule. Ce processus se met en place très tôt dans l'embryogenèse et se maintient à travers toutes les divisions cellulaires qui suivront jusqu'à la mort. Cependant, l'inactivation ne se fait pas de manière uniforme. Certaines cellules expriment les gènes du chromosome X maternel, tandis que d'autres utilisent celui d'origine paternelle. Dodongo, qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends soupirer. Tu trouves que ça manque de chat, mon histoire? Quel rapport avec les chats? Tu voudrais un chat? Ça va pas. Qu'est-ce qu'on ferait d'un chat ici? Tu te rends compte le nombre de trucs qu'il y a à faire tomber? Ça va pas ou quoi? Et puis non, ça va. Les chaînes avec un chat, on en connaît déjà, hein? Bon, écoute, Donongo, je sais que tu as beaucoup de soutien dans la communauté des pourquoifiles, mais là, stop. Non, il y en a déjà certains qui ont milité pour que tu aies une copine dino. J'ai pas la place. D'accord? Tu te rends pas compte de l'entretien que c'est? Mais je m'en fous que tu manges pas, les coups de plumeau, c'est toi qui les donnes? Oui, non, c'est le vieux, mais imagine le temps que ça durerait avec 2 dinos. Et en même temps, je te comprends, t'es tout seul ici la plupart du temps, mon pauvre. Bon, écoute, pour le chat, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, quelque part, t'as raison, Internet, c'est le royaume des chats. Qu'est-ce que je fais, moi, leur parler de mouches, de rats? Super. Merci, mon pote. Donc, comme je vous le disais, le deuxième chromosome X des mammifères femelles est donc inhibé par un processus épigénétique. Or, il se trouve que chez les chats, ce chromosome X porte également le gène qui code pour la couleur du pelage. Et vous avez peut-être déjà entendu dire que les chats roux et noirs, aussi appelés très curieusement écailles de tortue, sont toutes
des femelles. Eh bien c'est tout à fait vrai. Mais en voilà donc l'explication. En effet, selon les zones du pelage, les cellules vont inhiber le chromosome X paternel ou maternel, ce qui va engendrer des aplats de couleurs par zone caractéristique. Les mâles n'ayant pas à inhiber un second chromosome X ne peuvent donc tout simplement pas présenter cette robe si particulière. Coucou tricotine. Bon, maintenant, l'heure est grave. Il me semble que jusqu'ici sur la chaîne, je n'avais pas encore eu à prononcer le mot maudit. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pendant l'hiver 1944-1945, l'ouest des Pays-Bas a été affamé suite à un blocus décrété par l'Allemagne nazie. C'est bon? Pas de FBI, pas de GIGN, pas de pointeur laser sur le front. Ah, c'est juste pour la monétisation que ça craint? Oui, pas de souci du coup, moi je me faisais toute une montagne du truc, mais on s'en fout en fait. Ok. Oui, donc bon, voilà, je passe des chats aux nazis, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, laissez-moi poursuivre. L'histoire a ainsi parfois des conséquences inscrites dans nos gènes. En 1944, donc, une terrible famine frappa les Pays-Bas, laissant une empreinte indélébile sur les générations suivantes. Cette tragédie, connue sous le nom de famine hollandaise, constitue aujourd'hui un véritable laboratoire naturel pour les chercheurs en épigénétique. Les études, menées sur les enfants nés de femmes enceintes durant cette période, ont révélé des effets marquants. Ils étaient plus petits que la moyenne et présentaient un risque accru de diabète, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Plus surprenant encore, leurs propres enfants, la génération d'après, étaient eux aussi plus petits, plus faibles, etc. Ces observations suggèrent que la privation alimentaire subie par les grands-mères hollandaises a laissé une empreinte épigénétique transmissible sur plusieurs générations. Nous savons désormais que ces effets sont dus à des modifications épigénétiques sur l'ADN déclenchées par des carences en nutriments essentiels pendant la grossesse. Ce phénomène renforce l'idée que la santé d'un individu n'est pas uniquement déterminée par ses gènes, mais aussi par l'environnement auquel il a été exposé dès sa vie fétale. Et l'impact des anomalies épigénétiques ne s'arrête pas là. En médecine, il est aujourd'hui largement admis qu'elles jouent un rôle clé dans de nombreuses maladies, en particulier dans les cancers. L'épigénétique régule en effet des processus fondamentaux comme la division cellulaire, la spécialisation des cellules ou encore leur durée de vie. Une dérégulation de ces mécanismes peut conduire donc à la transformation de cellules saines en cellules cancéreuses. Et dans certaines tumeurs, des altérations épigénétiques ont été mises en évidence. Activation de gènes favorisant la prolifération des cellules cancéreuses, oncogènes, ou au contraire, inhibition de gènes censés bloquer cette prolifération, les gènes suppresseurs de tumeurs. De plus, des mutations touchant les enzymes responsables des marquages épigénétiques ont été détectées dans des cellules cancéreuses. Reste donc une question cruciale, ces anomalies sont-elles la cause du cancer, ou simplement une conséquence de son développement? Ce qui est certain, c'est qu'elles participent activement à la progression des tumeurs, influençant ainsi l'évolution de la maladie. Oui, Donongo, moi aussi je préférais parler de chatons, mais bon, c'est pas toujours possible. Et en même temps, je vais pas me mettre à parler de chatons cancéreux. Voilà. T'es content? Maintenant les gens ont l'image. Bref. Si les marques épigénétiques peuvent être modifiées, alors pourquoi ne pas les corriger lorsqu'elles deviennent problématiques? Notamment en cas de maladie, par exemple. Cette idée a ouvert la voie à une nouvelle classe de traitement, les épimédicaments ou les épidrogues. Ces molécules ciblent les mécanismes épigénétiques afin d'éliminer les marquages anormaux. Cependant, les premières générations d'épimédicaments manquent encore de précision, ce qui peut entraîner des effets toxiques. Mais la recherche avance, de nouvelles molécules sont en cours de développement et l'association d'épimédicaments avec d'autres thérapies pourrait permettre d'obtenir des résultats positifs tout en réduisant les doses, limitant ainsi les effets secondaires. Un autre phénomène biologique, fascinant décidément, mérite d'être mentionné, la télomérase. Une enzyme qui joue un rôle clé dans le vieillissement et qui a valu un prix Nobel à Elizabeth Blackburn et Carol Greider. Les télomères, ces séquences répétées d'ADN situées aux extrémités des chromosomes, agissent comme des aglets. Vous savez, ces petits bouts de plastique qui empêchent les lacets de s'effilocher. Si vous aussi vous avez toujours dit « truc » jusqu'ici, c'est cadeau. Des aglets. Mais avec le temps, les télomères raccourcissent, ce qui contribue au vieillissement cellulaire. La télomérase a la capacité d'empêcher cette érosion, voire de rallonger même les télomères, influençant ainsi directement la longévité des cellules.
Les recherches menées par Elizabeth Blackburn et le médecin nutritionniste Dean Ornish ont même démontré que certains changements de mode de vie pourraient ralentir, voire inverser, le raccourcissement des télomères. De quoi poser une question essentielle: notre façon de vivre influe-t-elle plus que notre héritage génétique? Ce débat s'étend au domaine donc de l'évolution. Si l'environnement peut modifier notre épigénome, ces modifications sont-elles assez durables pour être transmises sur plusieurs générations et influencer la sélection naturelle? La communauté scientifique reste partagée. Et à plus court terme, une interrogation demeure. Avons-nous plus de contrôle sur notre destin biologique que nous le pensions? Affaire à suivre. Bon, et ben ça c'est fait. On est arrivé au bout. Vous voyez, c'était pas si terrible. Et encore, on a quasiment parlé que de mammifères aujourd'hui. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de végétaux. Promis, c'est pour la prochaine fois. Donc d'ici là, restez éveillés. Et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour messieurs. Bonjour monsieur, on nous a signalé la prononciation du mot nazi sur les internets en provenance de chez vous. Le mot nazi? Non. Non, jamais de la vie. Non, ça doit être chez les voisins peut-être. Bien sûr, oui. Vous voulez bien nous suivre au poste, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites? Mais, messieurs, non, il doit y avoir une erreur.